Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième Engage Call. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un temps qu'on veut, un temps d'ouverture, d'interaction, de questionnement. Bienvenue évidemment à nos deux intervenants, Mathilde Dimmer et Loïc Blondiot. Alors, les Engage Calls, c'est quoi rapidement? C'est un moment pour essayer de comprendre ce qui se passe, nous interroger sur ce que nous vivons individuellement et collectivement. C'est évidemment un temps aussi pour essayer de penser l'après en envisageant cette crise dure, longue, traumatisante, il ne faut pas évidemment le cacher pour beaucoup d'entre nous, comme un temps de réinvention, un temps de renaissance. Voilà, un dialogue qui est intrinsèquement peut-être délicat entre l'immédiat et puis le moyen terme. Alors, avant de commencer, je voudrais aussi remercier tous vos retours très touchants suite à l'Engage Call de Jean Viard la semaine dernière. Merci à avoir été très nombreux à nous répondre au questionnaire que nous avons partagé. Alors, nous allons probablement accélérer le rythme des calls dès la semaine prochaine et les enrichir de temps d'intelligence collective, de contribution autour des thèmes que nous choisirons de traiter dans les semaines qui arrivent pour trouver éventuellement des pistes d'action individuelles ou collectives. Voilà, on vous en dira plus dans les prochains jours et puis on vous interrogera sur cette évolution que nous voulons proposer. Alors, juste avant de commencer, quelques mini-règles du jeu pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois et vous êtes beaucoup plus nombreux aujourd'hui, ce qui nous fait grandement plaisir. Donc, on aura une première demi-heure durant laquelle j'interviewerai nos deux invités, mais vous pouvez dès à présent nous communiquer des questions ou des remarques en participant sur le chat. Elles me seront remontées, je les intégrerai autant que possible à la discussion. Et puis, durant la deuxième demi-heure, la parole sera à vous et vous pourrez poser directement vos questions à Mathilde et Loïc. Alors, comme à l'école, il s'agit de lever la main sur la petite icône au centre et Laura, qui travaille en coulisses, vous ouvrira votre micro et vous donnera la parole. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous remonter d'éventuelles difficultés techniques tout au long de l'émission. Écoutez, ces précisions étant données, on va pouvoir commencer. On a le plaisir de recevoir Mathilde Dimmer, qui est coprésidente de Démocratie Ouverte, et Loïc Blondiot, professeur à la Sorbonne, grand spécialiste de la démocratie participative, qui font partie tous les deux des initiateurs de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, on va parler évidemment, vous en doutez, de démocratie participative, de refonte de notre système démocratique dans ce contexte de dérèglement climatique et puis de chute de la biodiversité. Puis, on va voir éventuellement comment cette réforme et cette initiative, pourquoi on ne pourrait pas l'appliquer à nos territoires, à nos entreprises, à notre vie, à chacun d'entre nous. Bienvenue Mathilde et bienvenue Loïc. Alors, première question rapide, comment allez-vous? Voilà, première question. Qui veut commencer? Alors peut-être qu'il faut mettre votre micro, Mathilde et Loïc, pour qu'on vous entende. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Voilà, vous pouvez parler Voilà. maintenant. Bon, je vais commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment ravi de ce webinaire et de répondre aux questions de Jérôme. Moi, ça va. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Ça va. Je suis dans une situation ultra privilégiée à Paris avec mes livres, avec mon travail intellectuel. Alors, ça change un peu du quotidien, c'est-à-dire que je suis amené à rencontrer beaucoup moins de gens, infiniment moins de gens, mais ça m'incite à travailler, donc tout va bien. Voilà. Et toi, Mathilde? Bonsoir à tous et un grand merci à Jérôme pour l'invitation à toute l'équipe d'Engage. Moi, ça va bien aussi, des inquiétudes et de l'angoisse parfois, comme je pense beaucoup d'entre nous, à la fois pour certains de mes proches touchés par le coronavirus ou tout simplement pour la situation économique et pas mal de réflexion et de mobilisation aussi sur les parallèles et les liens à faire entre cette crise sanitaire et le changement climatique et les crises probables qui seront liées à ce phénomène, qui seront certainement plus graves que ce qu'on vit là. Et du coup, pas mal de réflexions aussi dans ce sens, parce que je suis un parcours militant plutôt écolo avant d'arriver sur la question démocratique. Mais qui se rejoignent éventuellement et évidemment extrêmement fortement aujourd'hui.
première question, en fait, pour introduire tout ça. Comment c'est né la Convention citoyenne pour le climat? Qui veut... Mathilde, qui est plus ancienne que moi sur le coup. C'est né tout simplement en réaction à la mise en place du grand débat national par le président de la République, où pour être honnête, au tout début, quand on a vu cette initiative arriver, nous qui regardions de très près et avions des liens avec certains groupes de gilets jaunes, on s'est dit, pourquoi pas, ça peut être top. Après tout, Macron a rajeuni et féminisé l'Assemblée nationale. Il a été élu sur une promesse de renouveau démocratique. Voyons voir. Assez vite, en voyant que la CNDP et la Commission nationale des débats publics a un certain nombre de principes méthodologiques de base de la participation citoyenne n'étaient pas respectés, on a commencé à voir rouge et donc on s'est rassemblés d'abord tous acteurs de la démocratie participative en se disant que si on faisait rien finalement dans la tête des gens assez rapidement, démocratie participative égale grand débat égale bullshit au final. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et on a donc lancé une lettre ouverte au président de la République avec non seulement un grand nombre, une grande majorité des acteurs de la démocratie participative, aussi avec un lien depuis le début, et puis des acteurs du monde de l'écologie, comme Cyril Dion ou Laurence Tubiana. Et donc, ensemble, cette coalition un peu diverse et assez atypique au moment de la crise des Gilets jaunes, où on avait tendance à opposer écologie et sociale, a fait mouche. Je vous passe certains épisodes, mais où ça nous a amené à négocier finalement avec le gouvernement après d'âpres et de multiples rendez-vous, les principes méthodologiques dans le détail qui font aujourd'hui que la Convention citoyenne pour le climat fonctionne. Donc c'est vraiment né d'une alliance Gilets jaunes, écolo, acteurs de la démocratie participative en réaction au grand débat national et à ses limites. C'est né aussi peut-être, Loïc, pour rebondir. Alors, je précise que Mathilde est à la campagne et donc parfois la liaison est un peu plus difficile. Loïc, c'est né aussi d'initiatives que tu portes toi depuis des années sur cette question de la démocratie participative, aussi avec la Fondation Nicolas Hulot et puis une expérience irlandaise. Enfin, on sentait que cette question de la participation était finalement de plus en plus émergente. Oui, oui, tout à fait. La cristallisation en France de ces projets, de ces énergies, elle est très improbable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu c'est une initiative citoyenne qui a rencontré un moment politique, c'est-à-dire ce moment où le président de la République devait donner une réponse à la demande démocratique des Gilets jaunes. Et en fait, c'est une innovation démocratique qui a été coproduite en quelque sorte par des activistes et par un pouvoir politique qui a pensé que c'était une modalité de sortie de crise. Mais il faut réinscrire cette convention citoyenne dans une histoire un peu plus longue parce que depuis une quinzaine d'années, un peu partout à travers le monde, on expérimente ce type d'assemblée où des citoyens tirés au sort sont associés au processus législatif ou au processus constitutionnel. On connaît bien en France le cas islandais. Après la crise 2009-2010, les Islandais ont réécrit leur constitution avec un outil de ce type au démarrage, une assemblée de 1000 citoyens tirés au sort. On connaît aussi le cas irlandais où une assemblée citoyenne en 2014 et en 2018, deux assemblées citoyennes ont produit des réformes constitutionnelles qui ont été votées au référendum sur le mariage pour tous et sur le divorce, donc qui ont produit des changements politiques majeurs. Et c'est dans cette filiation que s'inscrit la Convention citoyenne pour le climat. Et j'ai tendance à dire qu'en ce moment, on est très observé un peu partout. En Angleterre, c'est mis en place une convention citoyenne. Les Allemands, les Espagnols veulent faire la même chose. Il y a vraiment une sorte d'intérêt très, très fort pour l'expérience française parce qu'elle se situe à un des lieux de la décision où potentiellement, elle peut produire des effets, ce qui n'est pas toujours le cas en général avec la démocratie participative. Et pourquoi aujourd'hui avons-nous plutôt plus besoin de démocratie participative? Est-ce que
cette période, je ne parle pas du corona, mais se prête plus particulièrement, fait monter ce besoin participatif? Alors, je laisserai Mathilde répondre à cette question. En fait, on n'en a jamais eu autant besoin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les démocraties représentatives, les gouvernants des démocraties représentatives sont très affaiblis. Leurs concurrents, leurs adversaires, c'est-à-dire vraiment les courants autoritaires d'extrême droite, fascistes, qui veulent remettre en cause nos libertés, n'ont jamais été aussi puissants. Et Démocrature. voilà, les démocraties libérales, toutes les formes d'autoritarisme. Si les citoyens ne se mobilisent pas pour faire exister la démocratie, si on ne les associe pas au processus de décision, la frustration qu'engendrent nos modèles de gouvernance traditionnels est telle qu'un certain nombre de ces citoyens vont préférer cette alternative qu'est l'autoritarisme. Donc il y a un enjeu politique majeur. Et puis sur la question de l'écologie, il est clair que la crise est tellement urgente, la menace que fait peser le changement climatique sur nos sociétés, qui est vraiment une menace vitale, hein, et bien plus grave que la pandémie. Certains parlent de répétition générale, ils n'ont peut-être pas forcément tort, c'est-à-dire que nous expérimentons des réponses et des résistances, des formes de résistance sociale à la pandémie que nous devrons mobiliser contre la crise environnementale, toutes les multiples crises qui sont à venir. Et il va falloir mobiliser tous les citoyens, et les citoyens vont devoir vraiment trouver les solutions eux-mêmes, vont devoir accepter des changements de mode de vie qui sont particulièrement profonds. Et voilà, pour toutes ces raisons, il est impératif de concilier l'idéal démocratique avec la transition écologique. Mathilde, tu veux rajouter quelque chose à cette question? Oui, peut-être un mot, parce que je rejoins Loïc sur le besoin, au vu de la crise démocratique dans laquelle on est. À la fois, on voit un taux d'abstention qui augmente d'élection en élection, le populisme qui monte. Juste pointer que Pierre Rosanvallon a écrit justement un très bon livre sur le populisme, et qui ose définir vraiment ce qu'est le populisme en tant qu'idéologie et comment le combattre. Et une des clés de sortie qu'il propose, et qui est complètement en lien avec la discussion qu'on a là, c'est justement d'arrêter de voir le citoyen comme un électeur qui ne vote que tous les 5 ans, alors qu'on a aujourd'hui une population qui est beaucoup plus diplômée qu'à l'époque de la mise en place du vote, et qui a une envie de participation citoyenne, une habitude de participer via notamment les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment à construire cet aller-retour entre les deux pour arriver à avoir une démocratie véritable qui arrive. Bon, c'est vrai qu'on ne t'entend pas super bien. Et c'est la raison, je réponds parce que plusieurs auditeurs disaient mais pourquoi on ne voit pas Mathilde? C'est simplement parce que sa bande passante n'est pas terrible. Donc avec l'image, on ne pourrait rien entendre du tout. J'enchaîne sur la prochaine question en disant finalement cette Convention citoyenne pour le climat, quelles sont quelles sont vos premières observations, premières conclusions aujourd'hui de ces 6 mois passés ensemble en fait? Bon, elles sont vraiment très nombreuses, hein, les conclusions qu'on peut commencer à tirer, alors même que la Convention citoyenne n'a pas terminé ses travaux. Elle est suspendue pour l'instant. Il y a encore un week-end programmé pour voter physiquement en assemblée au Conseil économique et social environnemental les propositions que retiendront les citoyens et qui seront peut-être, on l'espère, soumises soit au référendum, soit transmises directement au Parlement. Les conclusions qu'on peut tirer, elles sont de différents ordres. La première conclusion, et qui est très encourageante, c'est que 150 citoyens représentatifs de tous les niveaux sociaux
sociaux, de tous les niveaux d'éducation, qui n'avaient jamais auparavant participé à quelque dispositif politique que ce soit, sont mobilisés, se sont mobilisés, ont accepté de jouer le jeu, ont fini par faire confiance après un premier moment de défiance à l'égard du dispositif et sont parvenus à l'heure qu'il est à produire un document d'une centaine de pages qui a été transmis au gouvernement contenant une cinquantaine de propositions qui pourront peut-être être annexées ou intégrées dans le plan de relance que prépare l'exécutif, le plan de relance de notre économie. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont voulu que l'exécutif prenne connaissance avant même la fin du processus de ces propositions. Ces propositions sont vraiment de nature à faire en sorte que la France change de direction, change de politique et limite les émissions de gaz à effet de serre dans des proportions qui soient de nature à éviter le pire. Et ça, c'est proprement incroyable. En 6 mois, 150 citoyens, par la force de l'intelligence collective, par la force de la mobilisation, ont réussi finalement à fixer un cadre dont les politiques, on l'espère, pourront s'inspirer, qui permettra un vrai changement, me semble-t-il, de notre société. Et ça, c'était complètement improbable et c'est assez fascinant. D'ailleurs, Mathilde, il y a des premières conclusions qui ont, comme le dit Loïc, qui ont fuité dans la presse. Je crois que dans Le Monde et le Journal du Dimanche, il me semble, ou dans Le Parisien. Est-ce que tu pourrais nous en citer 2-3 qui te semblent particulièrement évocatrices ou fortes ou originales? Je peux en citer de différents types. La première que je peux citer, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. C'est quelque chose qui n'est pas très sexy, mais pourtant qui peut créer énormément d'emplois et en même temps avoir un impact sur la question climatique extrêmement forte. C'est un des plus gros postes d'émissions aujourd'hui en France et ça permettrait de créer un grand chantier de relance d'une économie différente de celle qu'on avait hier. Donc ça, c'est une des propositions de court terme qu'ils ont proposées là pour le plan de relance, le plan de transformation. Une deuxième qui me semble intéressante à la fois dans le contexte à court terme mais aussi sur le message et le narratif que sur le monde, des gens qui parlaient aussi de la question des imaginaires et des narratifs dans la conversation, la question de la publicité, où on voit que assez clairement, les citoyens ont envie d'interdire progressivement la publicité et de permettre surtout aux produits qui ont un impact écologique positif d'être plus publicisés que les produits, entre guillemets, pour faire court. Ça, je trouve ça intéressant en termes de signal aussi envoyé sur, en fait, notre volonté, notre idéal n'est plus de consommer pour avoir un plaisir ultime et on veut mettre fin à cette surconsommation à laquelle on nous pousse finalement d'une certaine manière. Okay. Une troisième et peut-être dernière proposition que je trouve intéressante dans le contexte, c'est aussi sur la voiture, où on voit là en pleine crise que la question de est-ce qu'on relance ou pas l'autonomie est cruciale, qui pollue ou pas. Et pareil, il y a des propositions de différents ordres qui permettent progressivement de sortir de la bagnole électrique tout en créant des emplois. Et ça, je trouve ça assez dingue de voir aussi, pour faire là-dessus, un des points d'enseignement que je trouve assez fort, c'est la force de la délibération, c'est-à-dire le changement de point de vue de ces 150 citoyens à partir du moment où ils sont entrés dans la salle du CESE le premier jour et maintenant où c'est plus du tout le même. Dans leur capacité, dans leurs compétences, dans leur capacité d'interaction notamment. Excuse-moi, Jérôme? Non, ils ne sont plus les mêmes parce qu'ils ont appris des nouvelles compétences comme l'intelligence collective, comme la capacité à réfléchir à 150 et évidemment pas seul dans son coin. C'est ça leur grande évolution principale? Oui, c'est appris. Je prends un exemple sur le diagnostic scientifique. Tu vois, il y avait au début des climato-sceptiques aussi dans le groupe et des gens qui voyaient bien qu'il y avait un problème avec le climat, mais qui n'avaient pas du tout conscience ni de l'impact ni de l'urgence de celui-ci.
le fait d'avoir des intervenants de qualité du GIEC qui prennent le temps et de pouvoir échanger ensuite avec les autres citoyens, leur a fait changer le diagnostic. Et donc derrière, une fois que tu as le bon diagnostic, tu peux avoir des propositions qui sont adéquates. Et ensuite, le niveau d'intelligence collective qu'ils ont et d'expertise qu'ils ont ensemble. Ce n'est pas devenu des experts. Ils ont un disque dingue. Et ça, ils s'en rendent compte. Et donc, ils se rendent compte qu'ils sont puissants aussi à 150, de par leur diversité. Et ça, ce n'était pas gagné au début. Du coup, ce qu'on peut dire, Loïc, la démocratie participative que tu défends bec et ongle depuis allez, je ne sais pas combien d'années, mais enfin, plus de 10 ans. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas toujours. Pour que ça marche, il faut des conditions qui ne sont pas faciles à réunir. Il faut d'abord qu'il y ait un enjeu. Il faut que les citoyens, finalement, se sentent concernés par l'enjeu. C'est-à-dire qu'ils aient le sentiment que leur participation servira à quelque chose. Or, ce n'est pas forcément gagné, parce que dans beaucoup d'exercices de démocratie participative, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de perspective d'influence sur la décision. Il faut un deuxième élément, il faut de l'ingénierie, il faut des qualités d'animation, d'organisation, il faut un professionnalisme tout simplement et des moyens pour organiser la discussion. On peut dire par exemple la Convention citoyenne, sans le comité de gouvernance pluraliste qui l'organise, indépendant, sans les animateurs, sans les moyens matériels mis à disposition qui sont assez considérables pour un exercice de ce type, avait peu de chances d'aboutir. Ouais. Et puis, dernier élément, il faut que vraiment les citoyens soient sélectionnés de façon à ce qu'il n'y ait pas de biais si on prend l'exemple de la Convention citoyenne, cette exigence de diversité, de représentativité et donc de pluralisme des expériences incluses dans la délibération citoyenne, c'est ça le gage de la qualité. Il n'y a pas d'intelligence collective sans diversité préalable. Si tous les citoyens partagent au préalable la même opinion, il n'y a absolument aucune chance que ce qu'ils produiront aura finalement une plus-value par rapport à ce que les mouvements sociaux ou les mobilisations produisent. Donc, ce sont tous les éléments qui font la qualité démocratique d'un processus de ce type. Alors, reste une dernière inconnue. Pour que la démocratie participative fonctionne, il faut qu'il y ait en quelque sorte les conditions de réception. Et ça, c'est la grande inconnue sur la Convention citoyenne. Comment vont percevoir quelles sont les perceptions de la Convention que vont développer les citoyens qui ne participent pas à cette délibération. Et ça, pour l'instant, nous ne savons pas encore quel sera l'atterrissage dans la société de cette expérience. Pardon Loïc, il y a les citoyens, mais aussi comment le politique ou l'exécutif va s'en emparer, parce que sinon ça peut rester qu'une expérience, on dirait presque un peu de plus, mais comment faire pour que ça change en quelque sorte, si on en a envie, que ça change notre processus démocratique? Par le référendum, par la loi, comment? Dans l'idéal, la seule force de l'expérience devrait produire chez les politiques la conviction qu'il y a là quelque chose d'important. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre classe politique, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont prêts à reconnaître la légitimité propre d'un processus de ce type. La grande inconnue reste ce que fera l'exécutif de la promesse qu'il a faite, et c'est cette promesse qui fait tenir l'ensemble, cette promesse de soumettre les résultats de la Convention au référendum ou au Parlement, et ça, on ne sait pas si cette promesse sera tenue, et là, c'est une vraie inconnue, et pour certains, une vraie inquiétude. Et merci Loïc. Mathilde, parce qu'effectivement, quand on voit cette Convention citoyenne sur le climat, on peut se poser diverses questions. Tiens, pourquoi on ne l'appliquerait pas à la santé? J'ai vu cette question arriver qui me démangeait aussi. Une autre qui pourrait dire, mais comment moi, en tant que citoyen, en tant que salarié, en tant que maire, j'en sais rien, je peux m'en emparer pour faire des mini-conventions citoyennes, pour impliquer cette nouvelle façon de procéder dans les entreprises, sur un territoire, dans une ville. Mathilde, comment on peut s'emparer de ça? On peut s'en emparer. D'ailleurs, les territoires n'ont pas attendu pour le coup la Convention citoyenne au niveau national pour mettre en place des processus de ce type-là.
avec des moyens évidemment plus limités et un impact politique plus limité parce que territorial. Mais il y a des exemples qui sont plutôt prometteurs. Au sein des entreprises, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore véritablement vu. Peut-être parce que c'est l'endroit aujourd'hui où la hiérarchie, la pyramide est peut-être la plus forte et la plus imposante et que c'est compliqué de la casser aujourd'hui dans ce type de secteur-là. Mais je pense véritablement que c'est vraiment un changement de mentalité et arrêter de croire que ce sont les meilleurs d'entre nous qui ont le pouvoir et qui doivent décider et faire de la pédagogie pour ceux qui seraient les citoyens et qui auraient élu leurs représentants ou qui auraient choisi leur PDG de la boîte dans laquelle ils travaillent. Mais vraiment, le fait d'être persuadé que la valeur du savoir utilisateur du quotidien qu'on vit a une vraie valeur démocratique et un vrai pouvoir de création d'intelligence collective. Et ça, on voit à chaque fois, les élus sont, quand ils découvrent ce genre de processus, avec des grands euros en disant, mais en fait, mais ça marche, la participation citoyenne, parce qu'en général, ils font des trucs où, comme ils y croient à moitié, Ah, on est en train de te leur perdre. Bon. Loïc, du coup, je te redonne la parole puisqu'on a un peu perdu Mathilde. Est-ce que tu sens ou tu constates que les politiques s'intéressent profondément à ce qui se passe? Parce qu'il y a une autre initiative, là, une plateforme qui est née, mais qui est plus une plateforme de contribution qui est née, qui est lancée par 60 députés récemment. Est-ce que tout ça va se chevaucher? Est-ce que la Convention citoyenne pour le climat va garder sa place dans les médias et donc avoir potentiellement un impact? À ton avis? En ce moment, alors ça c'est la bonne nouvelle et c'est le signe favorable. En fait, il y a pas mal d'acteurs en différents lieux qui ont le sentiment qu'il faut rassembler toutes les intelligences pour sortir alors de ce que tu as appelé une crise, mais en fait positif et négatif, c'est une crise, c'est un moment, quoi. Voilà, on va voir ce qui va en sortir. De ce moment. Donc j'ai l'impression que la force de l'intelligence collective, elle commence à être reconnue par de plus en plus d'acteurs dans des lieux de plus en plus nombreux. Mais ça va impliquer, à mon avis, de rompre avec un certain nombre de dérives, ou en tout cas Mathilde, pardon. Mathilde, tu as un problème de micro, ça fait beaucoup de bruit, je ne sais pas comment ça se fait. Excuse-moi Loïc, je te redonne la parole. Hop, voilà, pardon. Oui, avec deux modèles finalement de prise de décision concurrents, mais qui partagent un certain nombre de traits communs et qui, jusqu'à faisaient la loi. Le premier modèle, c'est le modèle du pouvoir des savants, du pouvoir des experts, du pouvoir de ceux qui savent, de ceux qui ont été bien formés et qui est censé répondre à l'ensemble des problèmes qui se posent aux sociétés ou aux organisations. Ce pouvoir, il est exemplifié par notre gouvernement et on en voit les limites d'un certain point de vue. Non des administrations qui sont censées être peuplées de gens omniscients, lorsqu'elles n'ont pas de prise sur le terrain, n'ont pas la possibilité de développer les politiques qui seraient exigées par un problème comme celui du coronavirus. L'autre modèle, c'est le modèle très inquiétant et extrêmement problématique que développe le populisme d'extrême droite et qui dit, bon, finalement, oui, c'est le peuple qui détient la vérité, mais dès lors qu'il se reconnaît, il fait confiance à une personnalité, celle-là va pouvoir le guider et va pouvoir elle aussi le représenter. Et en fait, il faut défendre, mais bec et ongles, l'hypothèse et la possibilité d'un troisième modèle dans lequel finalement le savoir, on reconnaît que le savoir est distribué
très largement, dans lequel on reconnaît que, en fait, c'est la connaissance que les citoyens ont à la fois de leur environnement, de leurs réactions propres, qui importent pour prendre les décisions les plus pertinentes, les plus justes, les plus intelligentes. Et c'est ce modèle-là qu'il faut dupliquer à toutes les échelles. Alors là, on a essayé de le faire à l'échelle nationale. C'était pas du tout évident, hein, compte tenu de ce qu'est l'histoire de notre État, la Ve République. Mais je pense qu'il faut impérativement faire ce pari de la démocratie et de l'intelligence collective. Sinon, si on confie nos destins à des experts ou à des leaders irresponsables, à ce moment-là, on est perdu, c'est évident. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs la Convention citoyenne pour le climat, c'est que vous n'opposez pas. Vous ne dites pas on ne veut plus des experts. Vous interrogez des experts, on se sert aussi du savoir sans le nier, donc sans approche qu'on pourrait qualifier d'assez populiste en fait finalement. Je laisserai Mathilde en parler. Ça, c'est un des points les plus fondamentaux de l'expérience et c'est une des conclusions les plus importantes que j'en tire. On a mis la démocratie, on a mis l'expertise en démocratie. C'est-à-dire qu'on s'est efforcé de former les citoyens, mais pas sur le modèle de l'acculturation. Si, sur un modèle d'acculturation, mais on n'a pas voulu qu'ils se transforment en spécialistes. On leur a fourni une information, on a essayé de faire en sorte que cette information soit diversifiée, soit contradictoire, jusqu'au point où ils ont été capables de poser les bonnes questions aux experts et ils ont été capables d'identifier parmi les informations et les solutions que leur donnaient les experts, celles qui leur seraient le plus utiles pour remplir la mission qui était la leur. Et donc, c'est face à des citoyens adultes politiquement armés, équipés, que les experts sont intervenus et ils ont été des composantes absolument indispensables à la réussite du processus. C'est le fait qu'il y ait eu des experts qui ont accompagné les citoyens et se sont mis à leur disposition qui a fait la réussite de l'expérience. C'est une évidence. Et alors, on pourrait arriver à ce que la participation citoyenne des citoyens devienne en quelque sorte presque systématique. Tu crois à ça? On pourrait systématiser ce process? Je ne sais pas ce qu'en pense Mathilde. Moi, oui. Mais bon, tu me… Je te connais. Oui. Voilà. Moi, oui. Après, je ne sais pas si c'est… Moi, oui, je pense qu'on peut le faire. Je ne sais pas si c'est toujours souhaitable parce qu'il ne faut pas arriver et pas tomber dans quelque chose qui serait la délibération pour la délibération. Je pense qu'il y a des changements institutionnels, donc des changements de constitution, pour dire le mot clairement, hein, qui doivent permettre d'intégrer dans les institutions actuelles la délibération citoyenne, qui en effet n'est pas une opposition à l'expertise, mais qui vient se nourrir non seulement des experts, mais aussi du vécu d'un certain nombre d'acteurs économiques, d'un certain nombre d'acteurs politiques. Et pour donner un exemple marquant de ce que disait Loïc tout à l'heure, sur la question de l'agriculture et de l'alimentation, ils avaient par exemple, dès la première audition, à la fois la FNSEA, Greenpeace et un distributeur qui était Système U à la même table, qui chacun donnait leur point de vue sur quels sont les grands blocages aujourd'hui à la transition écologique, et notamment sur la question climat, sur l'agriculture. Et après avoir entendu et posé leurs questions à ces différents acteurs, là, ils délibèrent entre eux sur, finalement, à partir de tout ça, qu'est-ce que nous, on propose? Ok. Merci de cette réponse équilibrée. Il est temps, je pense, de passer aux questions des auditeurs alors c'est très simple, vous levez la main si vous voulez poser une question et on vous donnera la parole avec Laura. Donc on va prendre la première question, la première main qui se lève, c'est celle de Rémi Bourjanel. Donc prépare-toi à passer à l'écran. Voilà. On va t'entendre dans quelques petites secondes. Oui, bonjour. Bonjour Rémi. Ma question est par rapport à l'usage de la loi Pacte et des entreprises à mission. Est-ce que pendant la Convention a été abordée la question de la responsabilité des entreprises qui, de l'esprit de la loi Pacte, doivent sortir du RSE,
qui était, pour faire très très simple, du washing, et pour rentrer dans la question de la réintégration des externalités, pour qu'il n'y ait plus d'externalités, que les entreprises s'engagent à une contribution à la société. Et il y a un format aujourd'hui juridique qui n'est pas très contraignant, mais qui existe. Je voulais savoir dans quelle mesure ce format-là a été évoqué et dans quelle mesure il a été envisagé de stimuler l'usage de l'entreprise à mission. Qui veut prendre ça? Mathilde? Alors, il en a été question dans un des 5 groupes de travail, qui est le groupe Produire et Travailler. Donc, ils ont parlé de cette question d'entreprise à mission et de comment est-ce qu'on dépasse la simple RSE. La volonté qu'ils ont eue, c'est aussi d'aller chercher sur le plan financier comment, en plus d'avoir des missions pour les entreprises, on a un impact véritable sur les acteurs les plus gros qui aujourd'hui ont un impact négatif sur la question climatique. Donc, il y a des propositions, mais que je ne vais pas vous dévoiler là parce qu'elles ne sont pas encore celles-là rendues publiques, sur la question de l'actionnariat, sur la question de l'intégration des externalités négatives au rapport financier et sur cette question d'entreprise à mission. Okay. Merci, Rémi. On va prendre la question de Solène Dargaud qui apparaît. Laura, si tu veux bien donner la parole à Solène. Il y a un tout petit décalage, mais ça va relativement vite quand même. Solène. Bonjour, merci beaucoup et bravo pour l'initiative que vous avez lancée. Moi, j'avais une petite question sur… il y a le Parlement qui a rejeté le plan de transformation écologique et sociale en mars dernier. À côté de ça, on voit des initiatives apparaître, notamment la consultation le jour d'après. Du coup, je voulais vous demander comment vous pensez que ces différentes initiatives vont pouvoir agir pour que le Parlement puisse réellement intégrer la transition dans l'après-coronavirus. Il y a un vrai effet, quoi. Voilà. On n'ait pas fait tout ça pour rien. Allez, Loïc. Oui, alors bon, vous avez raison. L'initiative, là en l'occurrence, venait d'un certain nombre de députés, notamment de la majorité présidentielle, et elle n'était pas en mesure de rassembler au sein du Parlement suffisamment de soutien pour aboutir. En fait, sous la Ve République, le changement politique, compte tenu de l'emprise de l'exécutif sur le Parlement, ne peut passer d'un certain point de vue que par des compromis passés avec cette majorité présidentielle. Le pari, en fait, sur lequel repose le destin de la Convention citoyenne, c'est que le président de la République soutiendra les propositions des citoyens au point d'entraîner finalement la volonté. C'est-à-dire que c'est un passage absolument incontournable par la volonté présidentielle. C'est une limite. Hein. En fait, tout est question de rapport de force. Imaginons que un grand nombre de citoyens, de forces politiques, sociales, syndicales, intellectuelles se décident ici et maintenant à soutenir des propositions d'un certain point de vue, en obligeant la majorité parlementaire à s'en emparer, à les voter, quitte à les amender. C'est la seule alternative possible à la volonté présidentielle. Et puis, il y a la troisième option, qui est l'option du référendum, qui est l'option que nous soutenons depuis le démarrage, c'est-à-dire en se disant maintenant, il faut que les citoyens soient juges de la pertinence des propositions qui sont issues de la Convention citoyenne. Et là aussi, ce serait une des manières de débloquer la situation. Mais hors de ces trois cas, volonté présidentielle, rapport de force complètement transformé à l'échelle de la société, où référendum et délibération de l'ensemble des citoyens pour soutenir ces propositions, il y a peu de chances pour qu'elles aboutissent et qu'elles se traduisent à la fin dans une loi. Il n'y a que 3 options possibles. Voilà. D'accord. Merci Solène pour ta question. Fabrice.
Est-ce que peut-être Mathilde, tu veux ajouter quelque chose à ce qu'a dit à la réponse de Loïc? Sinon, on prend la question de. Je pense qu'on voit émerger plein d'initiatives de plateformes qui se créent. La plus importante, à mon sens, étant en effet celle du jour d'après, lancée par les parlementaires. On se parle, hein, on est en échange régulier avec eux et on voit bien, d'ailleurs, il y a peut-être des citoyens de la Convention qui vont intervenir à leur prochain live sur le jour d'après. On voit bien l'articulation qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que du côté de la plateforme du jour d'après, c'est de la consultation à très court terme sur un plan de relance, alors que les propositions de la Convention sont issues d'un travail délibératif de 6 mois, où quand vous regardez ne serait-ce que les 50 propositions qui ont été transmises, c'est plus de 50 pages, donc c'est un boulot qui est beaucoup plus conséquent que des propositions qui font 3 lignes sur une plateforme. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, ça veut dire que chacun a sa place et qu'il y a en effet une articulation à trouver entre ces plateformes de consultation citoyenne et la délibération citoyenne de la Convention citoyenne pour le climat, qui a un champ limité par contre au climat et à la justice sociale. Merci. Fabrice, c'est ça? Non, je ne vois pas bien. Fabrice, oui, ta question. Bonjour. Bonjour Fabrice. Pardon, je te tutoie. J'espère que vous allez bien avec tout ce confinement qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais bon, on a le beau temps, c'est bien ça. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, on t'entend, Fabrice. On attend ta question avec impatience. Parfait. Alors, déjà, premier point, donc vis-à-vis de cette initiative du jour d'après. Je suis directement donc, en liaison avec les initiateurs. Oui. Donc, en fait, la question, c'était surtout d'établir un après de la Convention, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir non seulement inclure du coup l'ensemble des, on va dire, des propositions faites par les 150 dans les propositions du coup de loi, hein, donc au niveau de l'Assemblée nationale, du coup, ça la liaison directe, mais aussi du coup derrière de pouvoir inclure l'ensemble des propositions de la société et pas seulement vis-à-vis du climat. Voilà, ça c'était un petit point technique. Donc, voilà, l'initiative d'ailleurs est toujours en cours avec la plateforme citoyenne, il y a des députés qui est en cours de fonctionnement. Ça, c'est un premier point. Ouais, on va prendre la réponse de Loïc. On va limiter à une question parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, comme ça, en fait, c'était juste un point technique. Voilà. Enfin, maintenant, il y a surtout la grosse question derrière qui arrive. Vas-y. Excuse-moi. Alors, quand on parle en fait de l'articulation, il y a une chose, moi, qui me semble importante en fait à poser comme question, c'est surtout l'articulation des acteurs de terrain, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des préfectures, des régions, départements, etc. Parce qu'en fait, ça fait des années maintenant qu'on a cette espèce de globi-boulga entre décentralisation et déconcentration. On ne sait plus trop qui doit faire quoi, qui a le droit de financer quoi, qui a le droit de faire quoi quand, avec quelle loi et compagnie. Et donc, plutôt que d'avoir justement un effet cordon de la bourse détenu par le pouvoir politique et puis chacun qui veut son petit pouvoir, et puis qu'au final, quand bien même on aurait des assemblées locales où chacun se dit bah, moi je vais faire ci, je vais faire ça, mais qu'au final on n'a pas de plan d'ensemble. Donc la grande question c'est comment justement faire en sorte que cette démocratie participative puisse permettre d'éviter de foncer sans savoir où on veut aller, autrement dit d'avoir une vision globale qui puisse ensuite s'étaler dans le temps et l'espace sur une vision stratégique française. Merci, vas-y Fabrice. Loïc, ta réponse là-dessus. Avec ton micro, Loïc. Pardon. Je pense que c'est bon. Non. Voilà. Non. Il faut que vous fassiez. Voilà. Excusez-moi. En fait, les stratégies ne sont pas exclusives. C'est-à-dire qu'on aurait, à mon avis, on commettrait une erreur en disant que les mobilisations à l'échelle locale, toutes les expériences municipales de transition de territoire qui essayent de se transformer sont en concurrence avec des tentatives qui essaieraient de se déployer à l'échelle nationale. La répartition et la distribution du pouvoir dans notre société et sous la Ve République singulièrement, fait que si on veut des changements rapides, il faut lever les verrous qui existent à la transition écologique et à la lutte contre le changement climatique à l'échelle nationale.
Et c'est le pari qu'on fait. C'est un pari qui est compliqué, qui effectivement n'est peut-être pas à la hauteur parce qu'il faudrait aussi agir à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale, mais c'est un pari. Et tout ce qui se fait à l'échelle locale, en fait, inspire ce qui se fait à l'échelle nationale, s'inspire de ce qui se fait à l'échelle nationale et n'est pas du tout en concurrence, n'est pas du tout exclusif. Il faut tout essayer pour transformer. Parce qu'il sera très très compliqué de parvenir rapidement et avant qu'il ne soit trop tard à la fédération de ces initiatives locales, à leur conjugaison et à leur cristallisation pour qu'elles deviennent un mouvement massif qui emporte tout sur son passage. Pour l'instant, il faut, me semble-t-il, agir à l'échelle nationale et ne pas négliger en considérant qu'on n'a aucune chance d'y parvenir, ce terrain-là, parce que sinon, si on renonce d'avance pour finalement se concentrer exclusivement au local, je pense qu'on ne parviendra pas véritablement à transformer les choses. Mais est-ce qu'on pourrait du coup installer, je sais pas comment, installer, oui, ce système, cette démocratie participative au cœur même du Parlement pour systématiser, pour faire que ça devienne une façon nouvelle de faire de la politique, en fait, en quelque sorte? Oui, mais pour l'instant, les parlementaires sont parmi les acteurs les plus éloignés de cet idéal de démocratie participative. En fait, pour une raison assez simple, c'est qu'ils savent que leur légitimité est fragile, elle est considérablement affaiblie. Ils ont le sentiment eux-mêmes de ne plus avoir de pouvoir, compte tenu de l'emprise du pouvoir exécutif, et voir émerger des lieux concurrents d'expression légitime ou de représentation de la volonté citoyenne est insupportable à une grande majorité de parlementaires. Or, moi, je pense très sincèrement que s'ils se dotaient d'outils de consultation sérieux, d'études d'impact citoyenne sérieuses, avant chaque projet de loi, vote. normalement, il y a une étude d'impact. Je pense que si on adossait à ces projets de loi et en plus aux lois programmes ou aux projets de loi les plus structurantes, un vrai débat citoyen, ce serait une plus-value pour le travail parlementaire. Ce ne serait pas un moins, mais vraiment un plus. Je ne sais pas ce qu'en pense Mathilde, mais moi je suis convaincu que c'est la voie de l'avenir, tout en étant conscient qu'on a affaire à des légitimités concurrentes et qu'il ne s'agit pas de remplacer la légitimité parlementaire par la légitimité participative. Mathilde, un mot là-dessus? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a eu deux réactions de la part des élus assez polarisées sur la Convention citoyenne pour le climat. Ceux qui étaient vraiment en opposition totale, qu'a décrit Loïc, et ceux qui ont vraiment envie de changer le modèle démocratique et qui ont compris qu'en fait, ce type de processus peut au contraire rabibocher les élus, les citoyens, alors même qu'il y a un grand écart de plus en plus fort. Et on le voit, je donne un exemple, une des 150 à la dernière session qui me disait moi, je votais plus au municipal, je votais plus, du tout aux élections. La Convention citoyenne m'a fait changer de point de vue parce que j'ai compris la complexité de mettre en place des politiques publiques et du coup, j'ai envie de voter parce que je vois l'importance et je vois la complexité. Ça me semble extrêmement important et je rejoins complètement Loïc sur le fait que les élus ont tout intérêt à se doter de ces outils-là. J'y crois pas, pour être honnête, à court terme. Par contre, je trouve qu'il y a des propositions des citoyens de la Convention, mais aussi de l'extérieur, qui vont de son sens avec la création d'une troisième chambre où la place de la délibération citoyenne serait extrêmement importante et qui aurait un pouvoir de contrôle, voire même de veto sur l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour rappel, juste, quand on a lancé la Convention citoyenne avec le collectif dont je vous parlais, là, écolo, activiste de la démocratie participative et Gilets jaunes, on avait en tête cette question de ce qu'on appelle le RIC délibératif, le référendum d'initiative citoyenne, à la tête des demandes des Gilets jaunes, de façon délibérative pour que le référendum ne soit plus le simple outil pour ou contre le chef d'État tel qu'on l'utilise aujourd'hui de manière très plébiscitaire en France, mais que ça devienne un vrai outil de délibération citoyenne et de prise de décision qui donne un vrai cap et des vrais changements au sein de la société française. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Merci Mathilde. Question de Geneviève. Laura, si tu veux bien nous ouvrir un micro.
Bonjour Geneviève. Alors, question courte, parce qu'on arrive presque à la fin. Question courte, réponse courte. Tu veux bien? Nous t'écoutons. Ah, on ne t'entend pas, Geneviève. Peut-être que ton micro n'est pas… Ah voilà, ça y est. Nous Oui, t'écoutons. question courte. Je Merci. voulais poser une question concernant les modalités de restitution à la fois des travaux et des travaux de la Convention et de ses résultats, parce que comme vous l'avez dit, son succès dépend aussi des conditions de réception, alors bien sûr par les politiques, mais également par un public plus large, par la société, par les citoyens, de façon à ce qu'ils participent eux aussi à cette forme de délibération ou s'emparent tout simplement de toute l'intelligence qui a été mise à leur disposition en quelque sorte avec ces propositions. Donc voilà, ma question porte sur les modalités de restitution. Mathilde. Merci. Mathilde. Bah, à nouveau, hein, je repose la question du référendum qui a été une des grosses lignes rouges et bras de fer qu'on a mené avec le gouvernement, où dans la lettre de mission qu'ont les citoyens, ils ont pour mission de flécher celles qui veulent voir passer au référendum parmi leurs propositions. Ça, c'est la modalité par laquelle le débat au sein de la société peut prendre beaucoup plus largement que la Convention elle-même et donner lieu à une décision beaucoup plus large. Par ailleurs, ils vont aussi certainement, on va voir le choix qu'ils font, hein, mais transmettre un certain nombre de propositions au Parlement, où là le débat parlementaire aura lieu, parce qu'ils considèrent que là, finalement, il y a un consensus suffisamment fort en leur sein pour que, j'ai presque envie de dire, l'opérationnalité de la chose soit laissée à la main des élus qui ont la compétence technique aussi derrière de la chose. Moi, ce qui me semble essentiel aussi au vu du contexte, c'est que les 150, bien que la dernière session a été décalée à une date, ce sera probablement juin ou septembre, on n'a pas encore calé, ont souhaité se réunir de manière exceptionnelle. En ligne, on était 190 connectés en ligne avec les journalistes et les chercheurs, en plus des citoyens, et ont décidé de faire cette contribution spéciale pour permettre justement que leur réflexion soit utile au gouvernement dans le plan de transformation, mais aussi aux Français dans le débat qui, j'espère, va s'ouvrir sur cette question-là. Et je pense que nous, il faut qu'on réclame un débat, vraiment très fortement. Loïc, tu voulais ajouter un truc? Pour compléter l'histoire, la communication vers l'extérieur, vers les autres citoyens d'une assemblée comme la Convention citoyenne, ce n'est pas une affaire aussi simple que ça. En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que une partie des citoyens ont pris en charge cette question de la communication, sont intervenus dans les réseaux sociaux, ont organisé des réunions locales autour de la Convention pour la faire connaître. Et en même temps, l'exercice démocratique en tant que tel exigeait qu'on ne communique pas véritablement sur la substance des travaux de la Convention avant la toute fin, c'est-à-dire avant le moment où les citoyens élaborent toutes leurs propositions, ont fini de voter toutes leurs propositions et les soumettent à l'Assemblée. Donc c'est un exercice assez compliqué. Et là, la crise du coronavirus a obligé les citoyens finalement à dévoiler un certain nombre de leurs propositions pour pouvoir agir ici et maintenant sur l'événement, pour ne pas prendre le risque de diffuser leurs travaux à un moment où il serait trop tard parce que le plan de relance, par exemple, aurait totalement la question de l'environnement. Donc, on a mené un exercice relativement compliqué, mais ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont décidé. Ils ont décidé qu'ils soumettraient 50 de leurs propositions à l'exécutif, mais qu'ils ne dévoileraient pas largement l'ensemble de leurs propositions. Résultat, il y a eu des fuites, dont on a parlé tout à l'heure. Le Monde et Alternatives économiques ont publié un certain nombre de ces mesures. Mais je dois dire que à l'avenir, si on veut reproduire cette expérience, cette question de la communication est vraiment une question à laquelle il faudra réfléchir très sérieusement. C'est pas simple du tout. Merci. Dernière question de Marion. Laura. Est-ce que Marion est là? Oui. Oui. J'ai l'impression. Oui, bonjour Marion. Bonjour. Vous me voyez ou pas? Non, on t'entend.
J'ai démarré vidéo. Je pense que c'est bon. Oui, Tout est voilà. Bonjour à tous. Oui, j'avais une question très rapide. Je l'ai mis dans le chat. Par rapport à la Convention citoyenne du climat, vous parliez de la réceptivité de cette Convention citoyenne par rapport aux autres citoyens qui n'ont pas été dans cette Convention citoyenne. La question que je me pose, c'est, vous parliez de l'échelle nationale et de l'échelle locale, Loïc, et je pense que tout le monde ici connaît la fresque du climat et la fresque des solutions, qui sont deux outils très, très intéressants. Et je me demande dans quelle mesure, je ne sais pas si la Convention citoyenne du climat a abordé ce sujet-là, pour permettre finalement la fresque du climat d'être obligatoire absolument partout, plaisir à Cédric, ça. au niveau politique, au niveau organisation, parce que c'est une vraie montée en conscience. Et après, on peut travailler sur la fresque des solutions à des niveaux plus territoriaux ou plus aussi nationaux. Mathilde. Voilà. Merci. Je pense que c'est un outil très intéressant. On partage cette envie. Mathilde. Oui, eh ben, la fresque de la Renaissance écologique a été utilisée par… Vous m'entendez ? Oui. De Julien Dossier, c'est une autre, mais elle est très bien aussi. Ouais. A été utilisée par les 150. On n'a pas jugé utile d'utiliser la fresque de Cédric Ringenbach parce que le diagnostic scientifique avait été déjà posé quand Cédric est venu à nous, mais c'est un très bon outil. Et dans les projets de pédagogie proposés par les 150, notamment auprès des étudiants et des écoles, mais aussi plus largement au grand public en général, c'est une très bonne idée. Voilà, donc on va essayer. Et ici, de toute façon, sur Engage, on la pousse en permanence, parce qu'on trouve que c'est effectivement un très bel outil pour s'ouvrir et commencer à comprendre. On va s'arrêter là parce que c'est l'heure. On va essayer de tenir l'heure. Je voudrais poser la même question à nos deux intervenants. Si vous deviez exprimer vos futurs désirables pour demain, ce serait quoi, Mathilde et Loïc? Bon, mes futurs désirables à moi sont pas extrêmement originaux. C'est-à-dire que je veux me projeter dans un avenir plus ou moins proche, dans lequel deux ingrédients coexistent, sont présents. D'abord, nos systèmes de solidarité sociale, humain, des conditions infrastructurelles du vivre ensemble, qui sont liées à nos systèmes d'assurance, nos systèmes de protection sociale, nos systèmes médicaux, etc. Je pense que tout ça qu'on a construit sur des siècles et qui font que lorsque nous sommes confrontés à un événement personnel ou à un problème collectif, nous réussissons à survivre. Donc ça, pour moi, il faut le maintenir coûte que coûte, jusqu'au bout, parce que sans lui, finalement, la vie, tout simplement, la vie bonne n'est pas forcément concevable. Donc, moi, je me méfie vraiment de toutes ces utopies où on considère qu'il sera possible de repartir de zéro, de fonctionner en petites tribus, etc., etc. Non, nos cadres collectifs sont indispensables et nous sommes en train de l'expérimenter. Et puis, le deuxième futur désirable que je vois, c'est un monde dans lequel notre rapport à la nature est complètement transformé, où on est capable de nous organiser socialement, mais aussi de respecter l'environnement naturel, de vivre en symbiose avec la nature. Donc pour moi, c'est les deux éléments clés. Et puis à partir de là, nous sommes tous libres de travailler comme des fous si nous le voulons, de choisir d'autres modes de vie si nous le voulons aussi. Et pour moi, c'est ça. C'est des sociétés vraiment puissantes, mais en même temps respectueuses de la nature. Voilà. Merci. Mathilde, même question. Je rejoins pas mal ce que dit Loïc, mais oui, moi j'en ai deux grands. C'est que cette crise, on en fasse une crise utile. Pour moi, on n'a pas le droit de gâcher cette crise. C'est-à-dire, c'est horrible et c'est indécent de parler d'opportunité, mais en vrai, une crise,
Ça permet aussi des grandes transformations. Alors, pas de repartir de zéro, mais des grandes transformations dont je crois beaucoup d'entre nous ont envie. Donc, j'espère qu'on va collectivement pas se planter parce que je fais partie de ceux qui croient que ce qu'on vit là n'est malheureusement qu'une répétition de crises et de chocs bien plus violents avec le changement climatique et la chute de la biodiversité. Et donc, qu'il faut qu'on arrive à anticiper et à avoir des structures de société plus résilientes. Le deuxième, et qui est beaucoup plus profond et aussi plus personnel, c'est que je crois qu'on ne changera pas qu'on ne changera pas s'il n'y a pas un véritable changement de conscience. Et quand je dis conscience, c'est pas juste conscience de savoir qu'il y a un problème avec le changement climatique, c'est la conscience de ce qu'est le bonheur et de ce que ça veut dire pour nous intimement. Et je crois qu'une des grosses dérives, un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on cherche beaucoup le bonheur vers l'extérieur, vers la consommation ou bien vers le fait d'être visible médiatiquement ou d'avoir le pouvoir sur. Et je pense qu'une véritable révolution, elle nous impose, et c'est plutôt joyeux, d'avoir un bonheur qui est plus intérieur. Et pour le vivre moi-même, cette transition-là, je trouve que vraiment ça apporte énormément. Et j'espère donc que cette crise nous apportera aussi ça, y compris à ceux qui sont aujourd'hui aux manettes et aux commandes. Merci, c'est une très très jolie conclusion pour ce deuxième Engage Call et que en plus tu apportes la question de la joie qui est fondamentale, je pense aussi, dans cette réinvention. Donc merci à tous les deux, merci aux 200 personnes qui étaient avec nous sur Zoom et beaucoup plus sur Facebook. Je dis simplement que la semaine prochaine, nous accueillerons à la même heure, au même endroit à peu près, François Gemène, donc un expert du climat et des migrations, qui travaille beaucoup. Et puis, vous dire aussi qu'on va probablement passer à 2 rendez-vous par semaine et qu'on va faire un peu évoluer le système des Engage Calls pour en faire aussi un lieu de contribution, de partage d'idées. On fera tout ça sur Zoom d'une part et après sur une plateforme qui naîtra pour que ce soit un pas vers l'intelligence collective et pourquoi pas même une plateforme d'action, ces Zoom, d'action et de mise en action, de mise en mouvement de chacun. Donc, on vous en dira plus bientôt. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, protégez-vous. Et puis, à la semaine prochaine, voilà, pour la nouvelle édition. Au revoir à tous et merci encore beaucoup Mathilde et Loïc. Salut à tous. Ciao. Merci Jérôme, merci à tous.